Bienvenue à toutes et à tous dans ce plateau spécial. Une fois n'est pas coutume, 24 heures après le vote, les résultats provisoires du référendum du 16 novembre 2024 ont été proclamés par le ministre de l'Intérieur. Ceci donne le oui gagnant avec 91,80% contre 8,20% des suffrages pour un taux de participation estimé à 53,54%. Pourcentage de oui et taux de participation, c'est le thème de ce plateau spécial. Et pour en parler, je reçois nul autre que Geoffroy Fumula Libeka Makosso. Il est député de la transition. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir Dimitri. C'est un véritable plébiscite à plus de 90%. Votre réaction? C'est tout un autre honneur que d'avoir mobilisé nos compatriotes et avoir justement pu mesurer leur intérêt pour ce projet au regard du pourcentage recueilli qui est au-dessus de 91%. Un pourcentage au-dessus de 91% pour le oui, mais il y a quand même ce 8% en faveur du non. Est-ce que vous entendez aussi ce message passer par le non? Oui, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aucune élection n'a jamais donné un 100% au niveau national. Donc il y aura toujours et toujours des personnes qui vont estimer qu'il y a des limites. Nous-mêmes, on a relevé des limites, quoique militants pour le oui, mais pour nous, ce n'étaient pas des limites qui étaient de nature à remettre en cause la portée du projet. Pour ceux du non, ils ont estimé que ces limites étaient de nature à remettre en cause la portée du projet. Je pense que la suite des événements nous permettra justement de voir comment concilier les différentes parties pour voir comment arriver à plus d'intérêt. Voilà. Parce que l'idée n'est pas d'exclure qui que ce soit, mais c'est de faire en sorte que le maximum de personnes se retrouvent, si ce n'est que tout le monde se retrouve. C'est le jeu de la démocratie. Exact. La majorité l'a emporté. Nous le disions à l'entame, 24 heures après, on a les résultats provisoires. On sait que vous avez plus ou moins recusé un tout petit peu le retour à l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Mais quand vous regardez le déroulement de cette opération électorale, quelle est votre appréciation? C'était une opération test qui, dans la forme, s'est très bien passée. Mais il faut comprendre que l'élection référendaire n'a pas les mêmes enjeux que les autres catégories d'élections. Parce que là, les points positifs, et il faut féliciter le ministère pour, c'est la première fois qu'on organise une élection au Gabon et qu'en moins de 24 heures, on ait les résultats qui soient publiés dans l'Union et autres, que ce résultat soit également validé par les observateurs internationaux et nationaux. J'ai eu à visiter dans un hôtel de la place le siège du réseau des observateurs citoyens, qui est le tout premier réseau au Gabon en matière d'observation électorale, d'autant plus que les acteurs civiques avaient toujours été exclus de l'observation. Donc cette élection nous a permis de tester un ensemble de mécanismes et on espère bien que ces mécanismes seront maintenus pour les autres élections. Et qu'est-ce qui ressort un tout petit peu de façon globale des observations justement de ce réseau des observateurs citoyens? Vous avez pu le côtoyer. Qu'est-ce qui ressort de façon globale? En fait, certains éléments qui sont ressortis, c'était porté par exemple sur le manque d'informations auprès de certains responsables de bureaux de vote qui n'ont pas voulu accueillir les observateurs locaux. Mais ce n'était pas une proportion aussi importante que ça. La difficulté à accéder à certains sites électoraux à cause de l'éloignement pour certains observateurs. Donc il y a tous ces aspects-là, je pense, dont il faut en tenir compte pour les prochaines élections. Ils m'ont fait constater également l'accès quelquefois difficile à des personnes à mobilité réduite, parce qu'on avait des bureaux de vote qui étaient à l'étage. Et donc, tout ça fera partie, comme il me faisait comprendre, de leur rapport pour aider le Gabon à améliorer justement son dispositif électoral. Aider le Gabon à améliorer son dispositif électoral et permettre effectivement aux compatriotes à mobilité réduite de pouvoir également exercer leur devoir civique. Exact. Et vous, en tant qu'acteur civique et député de la transition aujourd'hui, comment
appréciez-vous un tout petit peu le climat qui s'est dégagé? Vous avez pris part vous-même à des plateaux télévisés justement pour pouvoir défendre les positions des uns et des autres. Comment appréciez-vous ce climat qui s'est dégagé? Le climat était bon enfant, mais on aurait souhaité avoir plus de la part de nos contradicteurs. On avait plus le sentiment que l'élection référendaire était confondue aux autres catégories d'élections, d'autant plus que le débat de ce côté portait plus sur les personnes que sur le fond du document. Et ça, vous avez pu l'apprécier à faveur donc des différents arguments versés par chacune des parties lors des débats. Mais bon, d'autre part, on a eu une campagne numérique qui a été très virale, essentiellement pour les partisans du non orientés sur le dénigrement, les attaques personnelles, sur ceux qui militaient pour le oui. On a tout entendu, on a pris de part et d'autre. Mais bon, c'est également ça le jeu de la démocratie. Laisser les uns et les autres s'exprimer selon leur sensibilité, tout en conseillant toujours de demeurer pédagogique parce que nous n'avons pas de pays de rechange et que le sujet qui nous réunit, c'est un sujet qui est scientifique, c'est un sujet de personne. Monsieur Foumbula, ce n'est pas un sujet de personne et les attaques abdominales ne sont pas toujours utiles finalement pour les citoyens. Mais est-ce que ce texte a été accessible à l'ensemble des citoyens? Pour ceux qui ont voulu avoir accès au texte, oui. On a eu une affaire qui a défrayé la chronique récemment du côté d'un pays frère qui est la Guinée équatoriale. Mais même celui qui est au fin fond du village connaissait le nom et l'acteur principal de ces événements. Parce que les gens font le choix de l'information qui les intéresse. Nous, on a fait l'effort, par exemple, sur nos canaux et hors de ces derniers, d'animer des sessions pédagogiques. On peut voir le nombre de personnes qui s'y intéressaient. Mais par contre, on nous renvoyait, par exemple, des captures vidéo de ceux-là qui étaient plus sur des discours insultants, dénigrants, et là, on voyait plusieurs personnes. La connexion était assez forte, il y a beaucoup de présence sur ces plateaux-là, donc c'était un choix. Moi, on espère qu'avec le temps, la tendance va s'inverser. C'est un choix, vous avez raison de le dire. Les internautes sont beaucoup plus préoccupés par des contenus divertissants et parfois malsains plutôt que d'avoir accès à une information utile. On a vu, par exemple, certains électeurs avoir du mal à manipuler l'enveloppe à coller. Est-ce que cela fait partie aussi de ce manque de sensibilisation? Oui, je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication sur comment est-ce qu'il fallait voter. Lorsque j'ai eu à visiter le bureau des observateurs, le réseau des observateurs, voyez-vous, il y avait de ceux qui pensaient que l'élection référendaire, on devait encore retrouver les visages sur les bulletins. Parce que c'est quand même une élection nouvelle. Depuis ces 30 dernières années, les gens sont habitués à voter des visages et mettre dans une enveloppe. Oui. Donc, quand vous arrivez comme ça, vous voyez deux bulletins, un rouge, un vert. Si on ne vous explique pas, vous êtes perdu vite. Mais le visage de celui que j'ai vu qui est venu me porter le message là, moi, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Donc, il y avait toute cette confusion-là. C'est normal parce que c'est une élection nouvelle et c'est tout à fait difficile pour ceux qui sont déjà habitués à un certain mode d'élection de pouvoir se retrouver. Oui, et justement, ce genre de quoi a entraîné quand même un important lot d'abstention. On parle d'un taux de participation à hauteur de 53%. Certes, là, on est encore dans la majorité, mais il y a quand même un important taux d'abstention. Et vous, comment l'expliquez-vous? Non, en fait, le taux d'abstention, moi, je n'ai pas la même lecture. Et je pense que ce sont des a priori que nous avons. Parce que pour avoir cette lecture objective, il faut qu'on fasse l'histoire des élections à ce jour et qu'on apprécie la participation des citoyens à cette élection. Si vous prenez par exemple les résultats de 2016, qui a été l'élection qui a le plus cristallisé et intéressé les Gabonais, on était autour de 376 000 ou 71 000 votants. D'accord. 2009, on était à 2016 autant pour moi, pour un taux de participation qui est aussi autour de 59%. Quand on revient aux élections législatives 2018, nous sommes autour de 270 ou 71 votants pour un taux de participation qui est aussi entre 31 et 32%. Quand on vient au référendum,
nous sommes à plus de 400 000 votants pour un taux de participation qui est de 53,54%. Donc quand on fait cette analyse, on se rend bel et bien compte que l'élection référendaire actuelle a mobilisé en nombre, en matière de votants, plus de votants qu'en 2016, qu'en 2018. Et quand on compare les taux de participation de 2016 à ce jour, l'élection référendaire qui est à 53% a une différence juste de 6% par rapport à l'élection présidentielle de 2016, mais représente pratiquement le double du taux de participation des élections législatives 2018. Donc sur cette base, pour une élection qui n'a pas d'intérêt particulier aux yeux des populations, parce que étant habitué à voter pour un parent, pour un ami, pour une connaissance, et là on vient demander à ces populations simplement de voter pour leurs droits et libertés fondamentaux, moi je ne m'attendais même pas à un taux de participation de 50%. Je le voyais en dessous même du taux de participation des législatives. Moi je le voyais autour de 25%, mais j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait atteindre ce taux. Donc, contrairement à ce que l'on pense, de façon objective. Qu'est-ce qui peut expliquer justement, quelque part, ce désintérêt de la part des populations? Est-ce que c'est le manque de confiance envers les politiques? Non, il y a ça, d'une part, mais il faut aussi quand même noter que les élections au Gabon ont toujours été organisées pendant les vacances. Exactement. C'est la première fois qu'on organise une élection en pleine année scolaire. Et on n'a pas eu suffisamment de temps pour informer les gens, laisser les gens se préparer comme il se devait. Bon, là, on a eu l'information de la date des élections, je pense, quelques temps après la remise du rapport, qu'on a annoncé que les élections devaient se tenir dans un mois et autres, alors qu'avant, les gens sont déjà prêts. Ils prennent des dispositions, ils savent que les vacances, ils doivent aller au village pour voter, parce que les élections se passent toujours pendant les vacances, alors que là, vraiment, c'est la première fois qu'on organise une élection en année scolaire. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, comme je le disais, c'est que ce n'est pas une élection de personne. Donc, il y a deux éléments. Mais voyez-vous, malgré le fait qu'on est en année scolaire et que ce n'est pas une élection de personne, on a eu quand même une participation en nombre de votants qui est supérieure aux précédentes élections. Je pense que c'est un signe qui est assez encourageant, qui montre l'intérêt que cette élection a suscité auprès de bon nombre de nos compatriotes. Je pense peut-être que... Finalement, quand on regarde les scores, par exemple, dans des provinces comme le Wellington, où on est à hauteur de 98%, lorsqu'on est dans le Haut-Ogooué à hauteur de un peu 96% à peu près, quelle appréciation faites-vous de ces scores? Bon, voyez-vous, moi, la seule gêne, il ne faut pas que l'élection renvoie à une forme de repli identitaire. Parce que les deux provinces, celle du Wellington et celle du Haut-Ogooué, ce sont, on va dire, les provinces d'origine du président en fonction. Et ça donne le sentiment, en fait, que c'est la fibre provinciale qui a joué. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les uns et les autres ont voulu soutenir leurs enfants, mais il faut que ça soit de façon objective. Pas parce que c'est l'office du village, on se mobilise. C'est ce type d'élection, de ce type de mobilisation dont on n'a plus vraiment besoin au niveau du pays. Et puis derrière, il y a quand même des scores qui peuvent aussi interpeller, les 100%. Moi, je l'ai décrié quand j'étais... quand on demeure par rapport aux précédentes élections, sans inscrits, sans votants, 100%. Oui, c'est possible, mais quand même, député, ça peut amener également à interrogation. Au sein de la diaspora, de façon globale, oui, le oui l'a emporté, mais quand on regarde un peu du côté de la France a voté majoritairement non. Non, mais majoritairement, c'est pas... Bon, oui, on va dire la majorité, oui, 51%. Pour quel taux de participation aussi? Parce que voyez-vous, la plupart de ceux qui ont milité pour le non étaient en Europe et essentiellement en France. Ce qui sous-entend que même leur message du non, ils n'ont pas pu convaincre leurs compatriotes gabonais en France, premièrement de se rendre aux urnes et de voter massivement pour le non. Donc, c'est à dire que nous sommes encore là dans une approche où les combats que l'on mène sont encore virtuels. Et il faut qu'on sorte du virtuel pour la réalité. Moi, je m'attendais vraiment à
un taux de participation assez fort de 80% en France, alors qu'il n'a même pas atteint les 30 ou 40, même pas les 40%. Un taux de participation faible, mais de façon globale, monsieur le député. Alors, pour revenir un tout petit peu, vous, dans votre combat politique, on l'a suivi... Civique. À la télévision, certains qui vous ont, pas certains, monsieur Marcel Libama, qui vous a reproché d'avoir changé de camp. Est-ce vrai? Bon, en fait, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un, je suis factuel, je ne me trompe pas d'objectif. Si vous m'invitez à venir parler de gouvernance, je viens parler de gouvernance. Nous étions sur un débat lié à la Constitution. On n'était pas là pour régler les problèmes du PDG et tout ce qui s'ensuit. Moi, je ne fais pas dans le mélange de genres. Et je ne me laisse pas du tout affaiblir par Marcel, c'est mon grand frère de nature. C'est Marcel. Si Marcel ne m'aurait pas sorti ça sur un plateau, ça n'aurait pas été Marcel. Donc Marcel, il est ainsi, c'est le grand frère. Il estime que sa posture, les petits frères doivent suivre. Mais moi, je dis, OK, on te suit, à condition que tu motives. Si tu ne me dis pas dans le texte ce qui est mauvais, mais que tu me dises que non, oui, ce sont les PDG qui sont devant, donc il ne faut pas qu'on vote. Pour moi, ce n'est pas objectif. Oui, ce ne sont pas des arguments suffisamment objectifs. Je le prends comme tel. On s'est appelé juste après. On a rigolé au téléphone, c'est mon grand frère, donc il n'y a aucune animosité. Vous l'avez remporté devant votre grand frère qui défendait le non. Bon, aujourd'hui, vous avez gagné, le oui l'a emporté. Oui, bon, le oui l'a emporté. Quelle est la suite? Mais la suite, maintenant, moi j'ai défendu ce texte parce que, comme je l'ai dit, c'est la première constitution qui est quand même équilibrée. Il y a beaucoup plus d'aspects socio-économiques et autres qui y sont. Et une fois qu'elle va rentrer en vigueur, parce que n'oublions pas qu'elle ne peut rentrer en vigueur qu'après l'élection présidentielle, on pourra, à cet instant précis, commencer à prendre des textes de loi pour rendre applicables les principes qui ont été édictés et dans le cadre de ce projet de constitution. Mais aujourd'hui, devant les Gabonais qui nous regardent, est-ce que Geoffroy Fumula, vous l'avez dit à l'entame de notre échange, il y a quand même certaines limites que vous avez observées, que vous avez relevées dans ce texte. Est-ce que vous allez vous engager également justement à pouvoir amener à des réformes, des dispositions que vous estimez être qu'on peut pouvoir améliorer? Bien sûr, c'est l'objectif. Les limites qui ont été constatées ne sont pas des limites de nature à remettre en cause la portée du texte, même pas un peu. C'est peut-être plus des limites d'ordre esthétique. Le fait, par exemple, de mettre à l'article 2 la célébration de la fête de la libération, moi je l'ai dit, ça n'a pas lieu d'être dans la Constitution. Ça doit faire soit l'objet d'un projet de loi ou d'un acte réglementaire, un texte ou un arrêté. Le pouvoir de dissolution du chef de l'État, de l'Assemblée nationale, il faut qu'il puisse être revu à ce niveau, à la faveur d'une autre révision. Les pouvoirs qui ont été donnés aux parlementaires pour contrôler l'exécutif et destituer le chef de l'État, il faut qu'on les leur retire. Si les gens veulent vivre un régime, si on veut vivre un régime présidentiel strict, il faut également qu'on accepte le principe selon lequel il ne sera plus question d'embêter le gouvernement, le chef de l'État, lorsqu'une décision de justice sera mal rendue. Parce que c'est également ça. Oui. On veut une séparation de pouvoir strict, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi qu'on rentre à l'intérieur et qu'on accepte le principe. Or, le fait qu'il y ait quand même des communications entre les différents pouvoirs peut faire que là où un pouvoir a des limites, de façon souple, l'autre pouvoir puisse agir pour ramener quand même l'autre pouvoir à l'ordre. Vous avez vu toutes les violations de justice qui ont été faites, certaines décisions de justice qui sont arbitraires. Quelquefois, c'est du côté de l'exécutif que ces décisions-là peuvent trouver solution et tout ce qui va avec. Une dernière question, avant de nous quitter, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a quand même ce taux d'abstention qui est réel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'instauration complète de la biométrie ne permettrait pas finalement de résoudre cette problématique? Si, en fait, c'est pour ça, moi, je militais dès le départ pour une mise à plat du fichier électoral. Parce que l'on a hérité d'un fichier électoral du système déchu, 2023. Voilà. Or, il faut qu'on mette réellement à plat le fichier électoral. Et cette mise à plat du fichier électoral doit avoir en amont la question justement de la nationalité. Le Parlement est sur une enquête parlementaire à l'intérieur parce qu'il nous faut toiletter ce fichier de façon à avoir une base réelle de ceux-là qui sont appelés à voter
Et le mécanisme biométrique a marché d'autant plus que certains de ceux qui étaient inscrits à l'intérieur du pays, des bureaux ont été ouverts pour la circonstance à Libreville. En un clic, ils ont pu être redirigés dans des bureaux de vote et puis ils ont pu accomplir leur devoir civique. Peut-être un mot, avant de nous quitter, sur ces électeurs qui ont écouté le message que vous avez fait passer et qui ont largement plébiscité ce texte. Mais bon, maintenant, au-delà de plébisciter, c'est de s'approprier le texte puisqu'il est déjà adopté. Et puis voilà, donc c'est ce que je demande, de lire, de relire et de se l'approprier. De lire, de relire et de se l'approprier. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Monsieur Geoffroy Foumoula, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour discuter, commenter un tout petit peu les chiffres donc, de ce référendum du 16 novembre 2024 qui donne le oui vainqueur à 91,80% des suffrages. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.